Inception par Brian Lumley. Décembre 1916. Londres, aux abords de Wapping, 1 heure avant l'aube. Des façades d'entrepôts noyées de brume formaient des visages carrés, pierreux et lugubres, que leurs yeux aveugles de fenêtres clouées rendaient plus menaçants encore, dickensiens. Les pavés des rues riveraines sonnaient du fracas affolé des pas lancés à perdre haleine. À part la silhouette d'un homme qui fuyait, le manteau battant comme des ailes brisées, rien ne bougeait. Lui et son poursuivant. Une seconde silhouette masculine, grande, totalement silencieuse, glissant tel un spectre né du brouillard, à moins de 100 yards derrière lui. Quant à savoir qui ils étaient, leur nom importe peu. Qu'il suffise de dire qu'ils étaient des pôles parfaitement opposés et que celui qui avait peur et courait en faisant tant de vacarme était un brave homme et entièrement humain, et que c'est pour cela qu'il avait été imprudent. Et donc, il fuyait. Cet être simplement humain, bruyamment, le cœur cognant, déchirant la brume comme des toiles d'araignée dans un tunnel, et laissant derrière lui un trou béant, et son poursuivant, inexorable, se coulait en avant par cette trouée, sans jamais le moindre bruit de pas. Et il n'en devenait que plus terrible. Ils étaient à Londres, et le fugitif avait cru qu'il y serait en sécurité. Suffocant, il s'arrêta net, là où un rayon de lumière filant d'une fenêtre haute lardait la fumée et faisait luire les pavés. Dans un porche noir, une épave humaine avachie comme un épouvantail renversé geignit sur le froid de la nuit et serra sa bouteille vide. D'en haut montèrent des éclats de rire grossiers, le tintement de verre et une suggestion obscène marmonnée d'une voix basse. À nouveau le rire, celui d'une femme, gras de luxure. Nul refuge ici, où l'air même semblait saturé de décomposition et de vices invétérés. Mais au moins il y avait la lumière, et l'humanité aussi, fût-ce salie. Le fugitif se plaqua au mur, s'y fondit et ne fit plus qu'un avec les ombres. Il but goulûment l'air détrempé, fétide du fleuve, et regarda en arrière, du côté d'où il venait. Et là, à l'autre bout de la rue, découpé sur une nappe roulante de brume venue de la rivière, immobile à présent mais gorgé d'une effroyable énergie cinétique, tel le calme d'un barrage avant qu'on en ouvre les vannes. Le rire guttural éclata de nouveau, d'en haut, faisant sursauter l'homme en fuite. Des silhouettes d'ombre dégingandées simiesques s'entremêlèrent dans le faisceau qui tombait sur la rue, et se mirent à déchirer leurs vêtements. Brusquement la lumière s'éteignit, la fenêtre claqua, et la nuit et la brume se refermèrent. Et le long de la rue, le poursuivant silencieux reprit la chasse. Un peu de force lui revenant, mais sachant qu'il se fatiguait à toute allure, le fugitif se détacha du mur et recommença à courir, forçant ses jambes à pomper, ses poumons à aspirer, son cœur à battre aussi désespérément qu'avant. Mais il était presque chez lui, presque en sûreté. Le sanctuaire n'était plus qu'au prochain tournant. Londres, chez soi, sanctuaire. Des mots jadis pleins de sens, mais qui dans ces situations présentes n'en avait presque plus aucun. Un endroit pouvait-il jamais être sûr désormais? Le Caire aurait dû l'être, mais au lieu de cela, avec la guerre européenne qui débordait sur le Moyen-Orient, il avait été périlleux. Paris avait été bien pire, un chaudron bouillonnant prêt à éclater en morceaux. Et en Tunisie. En Tunisie, les troubles avaient semblé sans fin, où les Français menaient une guerre de guérilla sur tous les fronts, pas moins contre les Sénoussis du Sahara. Les Sénoussis, oui, et c'était du temple secret d'un antique culte Sénoussi dans le désert que le fugitif avait dérobé, l'élixir. Telle avait été sa folie, et c'est pour cela qu'il fuyait. D'un bout à l'autre du monde, le prêtre des morts qui ne meurt pas l'avait pourchassé, se rapprochant toujours, et ici à Londres il sembla qu'enfin la chasse touchait à son terme. Il ne pouvait plus courir, c'était fini. Sa seule chance, c'était le sanctuaire. Ce lieu secret dont il se souvenait de l'enfance sans le sou et sans amis, d'un gamin perdu. Cela remontait à plus de 30 ans, certes, mais il s'en souvenait encore clairement. Et si un dieu, depuis longtemps délaissé, ne s'était pas entièrement détourné de lui. Enveloppé de brume, il prit le tournant, sortit du lacis des rues pour gagner l'épaule du fleuve.
La Tamise, avec toutes ses puanteurs, ses poisons, ses rats pullulants et ses égouts sans fin, est son sanctuaire. Rien n'avait changé, tout était exactement tel qu'il s'en souvenait. Même la brume était son amie, à présent, car elle le drapait et le faisait d'un gris anonyme, et il savait qu'à partir d'ici, il pourrait trouver son chemin, les yeux fermés. À dire vrai, autant être aveugle, tant la brume lactescente montait et l'avalait. L'espoir ranimé, il se rua à travers la dernière rue déserte qui longeait le fleuve, trouva le haut mur de pierre qu'il savait devoir être là, le suivit vers le nord sur une 50aine de yards, jusqu'à ce que des palissades de fer pointues en défendent le fait, contre les grimpeurs imprudents. Car immédiatement au-delà du mur, à cet endroit, le fleuve coulait, paresseux et profond, et le mur tombait à pic, si bien qu'un homme, pouvant aisément se noyer, s'y glissait et chutait. Mais le fugitif n'avait nullement l'intention de tomber. Il avait conservé l'agilité du garçon qu'il avait été, et s'y ajoutait la force d'un homme fait. Sans marquer d'arrêt, il bondit, attrapa sans peine le sommet du mur, transféra aussitôt sa prise au fer des palissades. Il se hissa, enfourcha les traîtres pointes, bascula de l'autre côté et glissa le long des barreaux. Et maintenant, mon Dieu, ne laissez pas le poursuivant fondre sur lui. Laissez-le rester là-bas dans la brume, hors de vue, sans surgir en avant, les yeux pourris en feu et le nez en décomposition, humant comme celui d'un grand molosse cauchemardesque et mort. Et maintenant, aussi, que la mémoire demeure vive et serve bien le fugitif, qu'elle ne le trahisse pas un seul instant et que tout continue d'être comme autrefois. Car si quoi que ce soit avait changé au-delà de ce vieux mur visqueux... Mais non, car ici, son repère de jadis, la base d'une palissade tordue de côté, tel un soldat flâneur dans un rang impeccable, se trouvait bien là. Et s'il laissait prendre ses pieds un peu sur la gauche dans le vide, au-dessus du fleuve, au sombre glouglou, son pied gauche rencontra un appui de pierre. Il ne put retenir un petit cri de soulagement. Alors, s'agrippant d'une main aux grilles, il tâtonna de l'autre pour trouver et saisir un arc de pierre. Puis, lâchant entièrement les grilles, il se laissa descendre et se coula dans l'embrasure cachée, creusée dans le mur d'un fleuve, car c'était l'entrée de son sanctuaire. Mais point de temps pour s'arrêter et remercier quelque étoile chanceuse qui brillerait encore pour lui. Non, car là-bas, dans la brume en remous, le poursuivant suivait toujours, le pistait infailliblement. Il en était sûr. Il pistait l'élixir. Aujourd'hui, pour la première fois, l'idée lui était venue. Elle avait frappé tandis qu'il arpentait les rues glacées de décembre lorsque, en tâtant la poche intérieure de son pardessus, il avait cru un instant que le flacon était perdu. Ah, comme il avait paniqué, alors. Mais dans l'embrasure d'une boutique, les mains tremblantes à l'excès, il avait fini par retrouver la minuscule bouteille de verre, tombée par un trou de la doublure de son manteau. Et là, dans la lumière grise des rues londoniennes hivernales et appauvries par la guerre, il l'avait contemplé, et son contenu aussi. L'élixir, qui pourrait tout aussi bien n'être que de l'eau. Quelques gouttes d'une eau d'une limpidité cristalline, oui, voilà à quoi ça ressemblait. Mais si on le levait à la lumière, d'une certaine manière... Le fugitif tressaillit, retint son souffle, fit taire ses pensées et ramena son esprit fugace au présent, à l'ici et maintenant. Était-ce un bruit venant de la rue au-dessus? Le plus ténu écho d'un pas sur les pavés, 3 ou 4 pieds plus haut? Tapi dans la sombre embrasure, il attendit, écouta de toute l'acuité que donne la terreur. N'entendit plus que des battements de son propre cœur, son sang chantant dans ses oreilles. Il s'était attardé ici trop longtemps. Il avait négligé la mort suspendue sur son âme immortelle pour ménager la fatigue toute mortelle de ses os et de ses muscles. Mais maintenant, il se força de nouveau à bouger. Des gravats barraient le passage, des blocs de pierre tombés du plafond bas peut-être. Il les franchit en rampant, le dos frottant contre la maçonnerie humide. Des petits rongeurs velus couinèrent et détalèrent à côté de lui vers la faible clarté de l'entrée, dégringolant dans le fleuve en menu plouf. Le plafond suintait, des coulures de nitre marbraient les murs de plaques faiblement lumineuses. Et lorsqu'enfin le fugitif eut tâtonné suffisamment loin dans la gorge du passage, alors seulement osa-t-il sortir une allumette et la gratter. Les ombres reculèrent aussitôt, accroupies, il scruta tout autour,
puis soupira et respira plus librement. Rien n'avait changé. Les années envolées entre alors et maintenant n'avaient rien altéré. C'était son endroit, son lieu secret, où il venait enfant pour fuir la fureur ivre d'un beau-père brutal. Eh bien, ce vieux porc était mort maintenant, mariné dans la gnôle bon marché et enterré indûment dans le cimetière d'une église voisine. Grand bien lui fasse. Mais le sanctuaire, lui, demeurait. L'allumette brûla jusqu'au bout. La flamme lécha les doigts du fugitif. Il la lâcha, en frotta vivement une seconde et poursuivit dans le boyau souterrain. Sous un plafond haut de moins d'1,50 m, voûté de vieilles pierres, il devait marcher le dos courbé. À ses coudes, les parois lui laissaient encore 6 pouces de marge de chaque côté. Mais s'il pouvait maintenant aller plus vite, il devait encore aller sans bruit, pour un moment. Le pisteur l'avait suivi à travers la moitié du globe, à la trace surnaturelle. Qui pouvait dire qu'il ne le suivrait pas ici aussi? De nouveau, il s'arrêta, se gratta la barbe naissante et s'interrogea sur l'élixir. Oh, c'était cela que voulait le poursuivant, bien sûr, mais pas tout ce qu'il voulait. Non, son but premier, c'était la vie du voleur. Un voleur, oui, ce qu'il avait été toute sa misérable existence. D'abord petit larron, puis cambrioleur adroit et audacieux, et à la fin un peu renommé, ce qui l'avait forcé à s'expatrier. Et enfin pilleur de tombes et de temples étrangers. Tombes et temples. De nouveau, il pensa à l'élixir, à ce minuscule flacon dans sa poche. S'il avait su alors. Il avait cru que ces maudits sorciers sénoussis gardaient des trésors dans cet endroit caché sous les dunes, les trésors tribaux de leurs ancêtres, ou du moins, c'est ce que lui avait dit Eric Koufnas à Tunis. Koufnas, ce chien lui-même l'un des plus grands spécialistes mondiaux de l'occulte. Ah, avait-il dit, mais ils y gardent aussi l'élixir, et c'est tout ce qui m'intéresse. Va, entre et vole. Garde ce que tu voudras, mais apporte-moi seulement l'élixir, et tu ne travailleras plus jamais, mon ami, tant je vais te payer. Et il l'avait fait. Tout son savoir-faire y était passé, et pas mal de chance aussi. Et pourquoi? Nul trésor, et seulement le minuscule flacon dans sa poche pour tout butin. Et quel butin! Il frissonnait encore à l'idée de ces catacombes gavées de cadavres sous le désert. Il l'avait rapporté droit à Tunis, au rendez-vous d'Eric Koufnas. Tu l'as? Le mage noir était frénétiquement avide. Je l'ai peut-être, avait éludé le fugitif, pour faire durer le plaisir. Je pourrais même te le vendre, si seulement je savais ce que c'est. Mais la vérité cette fois, Eric, car j'en ai assez des bobards et des contes de trésors inestimables. Et Koufnas avait aussitôt répondu « Inutile pour toi, ce flacon, inutile à quiconque n'est pas d'une pureté absolue et d'une innocence totale. » Ah bon? Et toi, tu es cela? Quel regard Koufnas lui avait lancé alors? Non, avait-il répondu lentement. Je ne le suis pas, mais je ne suis pas idiot non plus. Je l'emploierai avec prudence, avec parcimonie, et si dilué qu'il en serait presque totalement dépouillé de sa puissance. D'abord, en tout cas, jusqu'à ce que je sache à quoi j'ai affaire. Quant à ce que c'est, nul homme ne le sait, sauf peut-être un certain sorcier sénoussi. La légende veut qu'il fut chef il y a 300 ans et qu'à présent il soit grand prêtre du culte des morts qui ne meurent pas. Quoi? Avait renaclé le fugitif avant d'éclater de rire. Quoi? Et tu crois à ces simagrées, ces balivernes? Puis sa voix se durcit. Maintenant, pour la dernière fois, dis-moi, qu'est-ce que c'est? Là-dessus, Koufnas avait bondi, arpenté les fins tapis de son cabinet. Imbécile! Comme un simple homme du XXe siècle pourrait-il savoir ce que c'est? C'est l'essence de mandragore, la sueur sur les lèvres d'un cadavre de 3 jours, 6 grains de riz de la poudre d'Ibn Ghazi. C'est l'humeur de l'iris d'un zombie, la buée qui s'élève du bassin de toute connaissance, le souffle chargé de pollen d'un lotus noir. Je ne sais pas ce que c'est, mais je sais un peu ce que cela peut faire. J'écoute toujours, avait pressé le fugitif. Pour ce qui est pur et innocent et sans tache, l'élixir est une boule de cristal, une pierre de voyance, un oracle. Une seule goutte fera de cet homme, comment dire, conscient. Conscient? Oui, mais quand tu le dis, dis-le et pense-le en capital. Conscient. Ah,
C'est une drogue. Elle exacerbe l'essence d'un homme. Plutôt ses perceptions, si tu admets la différence. Et ce n'est pas une drogue, c'est l'élixir. Tu pourrais le reconnaître instantanément. Et combien le paierais-tu? Si c'est l'authentique, 50 000 de tes livres. En liquide, 10 000 maintenant et le reste demain matin. Alors le fugitif avait tendu la main et l'avait ouverte. Dans sa paume reposait le flacon, un minuscule bouchon solidement enfoncé dans son col. Koufnas l'avait pris avec des mains qui tremblaient, l'avait levé avidement vers la lumière de la fenêtre. Et le flacon s'était aussitôt embrasé d'une lueur dorée, comme si l'occultiste avait capturé une petite part du soleil lui-même. Et là, oui, c'est l'élixir. Aussitôt le fugitif le lui avait arraché de la main. Mais 10 000, en espèces. Et il nous faudra aussi une pipette. Koufnas était allé chercher l'argent et avait demandé « Et cette histoire de pipette ?» Mais ce n'est pas évident. Tu viens de me donner 1/5 de mon argent et je te donnerai 1/5 de l'élixir. 3 gouttes, à ce que j'estime. Le reste demain, une fois payé. Koufnas avait protesté, mais le fugitif n'avait pas cédé. Il lui avait donné 3 gouttes, pas une de plus, et 5 minutes plus tard, quand il l'avait laissé, l'occultiste calculait déjà le degré de dilution pour sa première expérience. Sa première est très probablement son unique expérience, à coup sûr sa dernière. Car à l'aube, lorsque le fugitif revint et franchit la haute cour close de Koufnas, gravit les marches de marbre à l'ombre d'un figuier jusqu'à ses appartements, il trouva les persiennes extérieures ouvertes, de même la grille de fer à l'ornementation mauresque au-delà, et dans le cabinet de Koufnas lui-même, là sur la table, splendide dans les rayons du jour, un bol d'une eau qui semblait simple, et à côté la pipette vide. Mais d'Éric Koufnas et ses 40 000 livres de fugitifs, pas la moindre trace. Et alors, dans un coin du cabinet de l'occultiste, jeté là, affaissé sur lui-même, il s'aperçut de ce qui ressemblait à un vieux morceau de cuir, ou peut-être un grand sac de toile. Sauf que c'était la forme générale de la chose qui attira l'attention du fugitif. Et cette question, que faisait-elle ici, dans ces appartements somptueux? Ce n'est qu'en s'approchant qu'il vit ce que c'était vraiment. Elle avait des cheveux et des yeux vitreux et ronds, les yeux de Koufnas, figés encore d'une étrange mélange de choc, d'horreur et de malveillance pétrifiée. Innocence et pureté, vraiment. Cela avait suffi au fugitif. Il avait aussitôt fui, avec un cauchemar qui jacassait sur ses talons, et avec autre chose aussi, car à sa connaissance, c'était là qu'il était devenu le fugitif. Depuis quoi il n'avait cessé d'être en mouvement, de courir sans cesse. Il ne pouvait plus railler l'idée d'un gardien mort-vivant du temple Sénoussi qu'il avait volé, car en vérité la chose qu'il avait suivie se rapprochant chaque jour et plus encore chaque nuit n'était pas vivante au sens où les hommes entendent ce mot. Oh, il l'avait assez vu, ses yeux brûlants et ses traits qui s'effritaient, en divers coins du monde, et maintenant ici à Londres, elle l'avait enfin acculé, forcé à terre. Ses yeux s'étaient accoutumés à l'obscurité du tunnel où la lueur de renard des murs de nitreux suffisait, si faible fut-elle, à éclairer sa route de sorte qu'il n'avait plus besoin d'allumettes. Tant mieux d'ailleurs, sa boîte était déjà bien entamée. Mais il avait parcouru peut-être 150 yards dans cet antique boyau depuis le fleuve, et il savait qu'il allait bientôt déboucher sur une série de caves hautes et voûtées. Il y aurait un escalier de pierre montant, et en haut, une porte de chêne sombre, ouverte. Au-delà, une salle à haute paroi, résonnante, pentagonale, avec le long des murs 5 bancs de bois et, en son centre, un piédestal portant une cuve de pierre. S'ouvrirait dans un hall plus vaste qui, quoiqu'il demeurât invisible, n'en était pas moins, le fugitif l'avait toujours su, immense. Et là, une seconde porte de chêne serait fermée à clé, interdisant toute exploration plus loin. Du moins, la porte avait-elle toujours été fermée, quand il était enfant. Quant à ce qu'était cet endroit, il ne l'avait jamais su, mais souvent imaginé. Une bibliothèque, peut-être, depuis longtemps abandonnée, ou quelque fabrique oubliée jadis mue par le fleuve. Et le tunnel aurait servi de conduit d'évacuation pour les déchets, la Tamise et ses marées se chargeant de les emporter. Quoi qu'il en soit, pour lui, ça avait toujours été un refuge, un sanctuaire, et maintenant il devait de nouveau jouer ce rôle,
au moins jusqu'à l'aube. Son poursuivant était moins actif à la lumière du jour, si bien qu'avec un peu de chance, il filerait net vers d'autres horizons. En attendant. Le voilà dans les caves, où des plafonds à nervures de pierre s'élevaient jusqu'à des massifs claveaux. Et là, au-delà de ce carrefour, des salles souterraines nues. Il reconnut aussitôt le vieil escalier de pierre qui montait dans la pénombre. Il traversa les dalles qui sonnaient creux et monta, enfin, il parvint à la porte et l'ouvrit d'une épaule sur des gonds qui n'avaient pas goûté l'huile depuis bien des années. Et quand les grincements se furent éteints en écho, il promena le regard sur la pièce à 5 pans, poussiéreuse, barbue de toile, sculptée dans la pierre. Ses parois la séparant d'un hall plus grand, invisible, mais bien perceptible, dont elle ne devait être qu'une simple alcôve. La lumière y était meilleure, encore faible et filtrée par la poussière et par des cordes de toile grise, mais si lentement grandissante à mesure que la nuit glissait vers le jour. Et voici les bancs où il avait tant de fois allongé ses nuits solitaires, et là aussi, au centre, le piédestal et sa cuve, mais drapé à présent d'un linge blanc, et là-bas encastrée dans la plus lointaine des 5 parois, la seconde porte de chêne, entrebâillée. Les mains tremblant à ne plus s'y reconnaître, le fugitif gratta une autre allumette, la tint haut, refoulant les ombres, et là, sur les dalles, des empreintes, autres que les siennes, des pas frais dans la poussière de combien d'années. Le drap propre aussi étendu sur la cuve de pierre. Que signifiait tout cela? Le fugitif s'approcha de la cuve en soulevant en coin du droit de l'eau fraîche dont la surface miroitait doucement. Il la recueillit un peu dans la main, la huma et finit par boire, étanchant sa soif brûlante. Et lorsqu'il se détourna du piédestal, il faillit heurter un mât élancé de bois poli, planté sur un socle circulaire, dont le sommet, en portant une traverse, s'avançait au-dessus de la cuve. En forme de potence étroite, la chose n'avait pourtant rien de sinistre, pendait de sa barre à une chaîne de bronze un crochet bruni. Le fugitif commença à comprendre où il se trouvait, et sut comment s'en assurer sans le moindre doute. Il gagna promptement la porte entrebâillée, la poussa et passa. Et alors, il sut qu'il avait raison. Il sut ce que était ce lieu, et se demanda s'il avait vraiment le droit d'être là. En fait, probablement pas. Mais en tout cas, il ne pouvait s'attarder. L'aube allait percer, et aussitôt il serait de nouveau en sûreté. Il avait très très loin à aller avant que la nuit ne tombe encore. Il rentra dans la pièce aux 5 pans, la traversa, s'arrêta au piédestal pour rajuster le drap qui l'avait dérangé, et c'est là qu'une idée lui vint et s'enracina. Il sortit le flacon et le tint dans la pénombre. Faible fût-elle, la lumière suffisait pour que l'élixir se teinte d'une lueur rosée. Était-ce vraiment cela que recherchait le pisteur? Était-ce bien le but de sa poursuite? Oui, cela devait l'être. Mais qu'est-ce que ce ghoul véreux était contraint de suivre? La piste de chair et de sang d'un voleur ou l'objet du vol? Pourrait-on égarer la créature? Et de toute façon, à quoi bon l'élixir maintenant, pour qui que ce fût? Beaucoup de questions et les fugitifs n'avaient pas de réponse sûre à aucune d'entre elles, mais il y avait peut-être un moyen de savoir. Vite, il souleva à nouveau le coin du drap, déboucha le minuscule flacon, détourna le visage et en versa le contenu dans la cuve de pierre. Du coin de l'œil, il vit passer un faible miroitement d'or, comme un ray de soleil égaré sur la surface de l'eau, et le regarda s'éteindre à mesure que s'aplanissaient les plus fines ondulations. Voilà, c'était fait. Il soupira, reboucha le flacon et le remit dans sa poche, et s'éloigna. Il repassa la porte en haut des marches, redescendit l'escalier vers la cave, et de là revint au boyau oppressant, sous terre. L'aube devait être à quelques minutes. À coup sûr, maintenant, le poursuivant avait renoncé à la chasse, s'était dissimulé pour la journée à venir. Les résonances de ses pas emplissaient ses oreilles quand le fugitif refit son chemin, franchit les éboulis près de l'entrée et finit par passer la tête hors de l'embrasure pour regarder le fleuve. Pas tout à fait l'aube, non. Mais là-bas au loin un reflet rosé sur des toits gris qui annonçait le soleil levant. Déjà, la brume redescendait, s'étendre sur la rivière, où elle s'enroulait comme une épaisse crème éthérée. Une gelée courait sur la pierre, peut-être la première de l'hiver. Mais le fugitif ignora le froid, tentant à tâtons la main pour trouver un barreau de fer. S'entraîné, il se hissa hors de l'embrasure et commença à grimper. Pour se figer aussitôt, irrésistible doigt serrant ses poignets et le tirant sans effort vers le haut. Le poursuivant, là, au-delà des palissades, cramponné au mur comme une gigantesque sangsue noire.
Et lorsque leurs visages furent à la même hauteur, lorsque seules les grilles de fer les séparaient, comme le fugitif aurait crié alors. Mais il ne le put pas, car le poursuivant, transférant ses 2 poignets pris dans une seule serre noire cuirassée, d'une force impossible, lui enfonçant la main libre entre les barreaux, dans le front. Le fugitif sut ce qui se passait. Il sentait les doigts de ce monstre mort-vivant fouiller dans son cerveau, tâtonner parmi tous ses secrets. Il sut aussi qu'il était un homme mort. Les doigts du zombie noir étaient entrés dans sa tête sans effort, se coulant dans la chair et l'os en se mêlant sans douleur. Mais rien ne disait qu'il en ressortirait de la même manière. Et cela pouvait durer aussi longtemps que la créature le voudrait. Quelle fin! L'espoir ne jaillit pas toujours éternellement, pas quand on regarde dans des yeux comme des charbons sous le soufflet, portés par une chose enfantée en enfer. Le fugitif remplit sa bouche et cracha droit dans ses yeux flamboyants. Les doigts aussitôt changèrent de place dans sa tête, se solidifièrent et furent retirés par les orbites, emportant les globes oculaires avec eux. Sang et cervelle jaillirent en 2 jets, toujours collés au fait comme une sangsue, la chose rejeta la tête du fugitif en haut, puis l'abattit d'un coup, l'empalant sur une pointe. Bras et jambes s'écartèrent en spasmes et retombèrent mous. Il tressaillit, non pas la vie, mais la mort. La maudite créature huma le cadavre de ses narines en loques, et ne trouva rien. Elle l'arracha aux palissades et le jeta en bas. La brume s'ouvrit un instant à l'impact, puis se referma, tourbillonna comme avant. L'aube n'était plus qu'à 1 ou 2 minutes, et la chose morte le savait. Elle savait aussi d'où venait le fugitif, ou du moins d'où il sortait. Comme de la mélasse, son corps se liquéfia et passa entre les barreaux du faîte, pour se recomposer aussitôt dans l'embrasure. Suivant l'itinéraire du fugitif, le monstre se coula dans l'obscurité, le long du passage vers les caves, les traversa et grimpa les marches. Là, la chose s'arrêta, frappée par les premières vagues d'une force inconnue, la présence d'un pouvoir. Mais l'aube approchait et l'élixir restait à trouver. Elle s'écoula jusqu'à la salle aux 5 pans et s'immobilisa encore. Oui, l'élixir était là, quelque part, ici. Mais autre chose s'y trouvait. Le pouvoir était plus fort, insupportable. Moura Dunda Senussi traversa jusqu'à la seconde porte sans laisser d'empreinte. Mais arrivé à la porte, il s'arrêta pour la 3e fois devant quelque chose qui le mit en fureur, quelque chose d'invisible, présent dans l'air et la pierre et emplissant les terres. Et à ce même instant, les premiers rayons du soleil frappèrent les hautes fenêtres poussiéreuses, les pénétrèrent, tombant en faisceaux éclatés à l'intérieur, des faisceaux portant toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. L'aube et la lumière qu'elle apportait décuplèrent le pouvoir invisible. La magie de Moura Dunda Senussi commença à affaiblir. Une solidité non désirée revenait et lui donnait du poids, et de faibles traces apparurent sur la poussière là où il titubait en arrière, chassé de la pièce aux 5 pans et sur ses dalles. Il chancela contre le piédestal et dérangea le drap de la cuve, et une main brandie s'abattit un instant dans l'eau qui miroitait. Agonie. Agonie impossible. Ce que Dunda était ne devait connaître nulle douleur, car cela n'avait pas de vie propre, et pourtant la douleur était là. Et Moura Dunda Senussi reconnut aussitôt cette douleur et sa source, l'élixir. L'élixir, oui, mais qui n'était plus contenu, plus à l'abri. Arrachant sa griffe momifiée à l'eau, le zombie roula vers les marches qui plongeaient dans l'obscurité et la sûreté. Mais cet endroit n'était plus un sanctuaire. Pas pour tel que Moura Dunda Senussi, mort depuis plus de 270 ans. Frappant d'en haut à travers nombre de hautes fenêtres ogivales et vitrées de couleur, les rayons du soleil formaient une résilience ardente de lance qui fusait dans la salle aux 5 pans et convergeait sur l'être mort, le consumant tandis que l'élixir rongeait déjà son bras. Serrant ce monde fondant contre lui, le mort-vivant s'affaissa en silence, fétide sur les dalles. Une fumée immonde roulant au dehors et emportant sa substance. En un instant, les feux de ses yeux vacillèrent et l'instant d'après s'éteignirent. Le dernier unique son qu'il émit fut un soupir de grande paix, trop longtemps différé, et puis il n'y eut plus rien. Un souffle entrant par-dessous les portes de l'antique église dispersa ce qu'il en restait et le mêla à la poussière des décennies. Le soleil se leva et les brumes de Londres se dissipèrent. L'aube devint un clair jour de décembre. Un vicaire du voisinage qui pressait le pas le long des rues riveraines s'arrêta pour regarder sa montre. 10 heures. On l'attendait. Il accéléra, cliqueta de la langue d'agacement.
C'était si irrégulier, très irrégulier, mais guère impropre. D'autant que la famille était une bienfaitrice notable de l'Église, et peut-être cela n'avait-il rien d'irrégulier après tout. Tous les enfants de la lignée avaient été baptisés dans la vieille Église depuis plusieurs siècles, une question de tradition, en somme. Au détour d'une rue, s'éloignant du fleuve, le vicaire aperçut l'église, sa flèche dressée contre le ciel, où beaucoup d'ardoises branlaient, ou manquaient tout à fait. Ces beaux vitraux dont certains étaient brisés, mais tous promis maintenant à la démolition, avec le reste de la noble bâtisse. Et l'on appelait cela le progrès. Elle n'en demeurait pas moins consacrée, sainte, une maison de Dieu en bonne et due forme. Pour quelques semaines encore, du moins. Il vit son bédeau, qui filait en rasant les murs, col relevé, s'éloignant de l'église, et le vicaire hocha sombreusement la tête pour lui-même. Ah oui, pourtant il lui avait dit de s'occuper des lieux depuis une semaine déjà, et de ne pas tout remettre à la dernière minute. En s'approchant, le bedeau finit par le voir, et aussi qu'il était repéré. Son froncement de sourcils fit place à un sourire. Il vint droit à lui, radieux. « Ah, monsieur le vicaire, tout est prêt. J'ai passé là-dedans le meilleur de 2 heures. Mais la poussière et les toiles, c'est incroyable. Je suis bien venu plus tôt cette semaine, mais j'avais tant à faire que... » « Je comprends, » coupa le vicaire en levant la main. « Ils attendent ?»« Certes, ils viennent d'arriver. Je leur ai dit que vous arriviez tout de suite. »« J'en suis sûr. »« Eh bien, allons-y. » Un instant plus tard, le cimetière apparut, et là, sur le sentier entre les vieilles pierres, juste sous l'arche imposante de l'entrée, où les lourdes portes étaient ouvertes, le couple lui-même et une poignée d'amis. Ils virent le vicaire presser l'allure, vinrent à sa rencontre, où, échangeant les politesses d'usage, la petite assemblée entra dans la haute nef. Le vicaire avait apporté les livres et toutes les formalités préalables. Signature et contre-signature furent promptement réglées. La courte cérémonie commença sans accroc. Enfin, le vicaire ôta le crucifix de son cou et le suspendit au crochet au-dessus des fonds, puis tendit les bras pour l'enfant. Il l'avait fait 1000 fois, à tel point qu'il était difficile, ces temps-ci, de donner un sens neuf aux paroles. Mais elles en avaient de toute façon. Et quoi qu'il en soit, il s'efforça. Et tout fut accompli. Le vicaire plongea la main dans l'eau en aspergeant, fit le signe et l'église semblait retenir son souffle. Mais seulement un instant. La pièce aux 5 pans s'illumina d'un éclat d'or bruni, le soleil sans doute sortant d'un nuage, brûlant à travers les vieux vitraux. Et souriant, le vicaire remit l'enfant en robe de baptême à son père. « Voilà qui est fait, » dit l'homme, fier, bel homme, la voix profonde et assurée, et il présenta l'enfant à sa mère. Une femme rose comme une fleur. Elle posa sur l'enfant un regard d'amour, baisa son front. « Ses yeux, dit-elle, qui ont tant à voir encore. Et ce petit esprit qui a tant à remplir. Regarde son visage comme il rayonne. »« C'est la lumière, dit le vicaire. Elle fait la peau couleur de rose. Ah, mais quel bel enfant, en vérité. »« Oh, il l'est, dit le père, le prenant et le soulevant. Il est si pur, si innocent, notre petit Titus Crow. »